Xavier, retour de l'info sur Inter à 18h. France Inter, c'est la 3e radio chez les moins de 35 ans. Il y a de plus en plus de jeunes de moins de 35 ans qui écoutent Inter. Non, et sur la classe populaire, ça vous intéresse ou pas? Bien sûr que ça m'intéresse. Il y a de plus en plus de gens. Pas de classe populaire. Madame Salamé, les études sont claires. Me dites pas sur quoi vous vous fondez. Pour Inter, c'est la première radio dans les zones. Pas sur les classes populaires. Attendez, pas sur les classes populaires et pas sur les jeunes. À l'aune de cet échange, on peut légitimement supposer que cet été, Léa Salamé et Rachida Dati ne sont pas partis en vacances ensemble dans le Cap Corse. C'était en mai dernier, la ministre de la Culture, qui l'est encore, puisqu'elle a survécu à tous les remaniements, elle défendait son projet de holding pour l'audiovisuel public et elle en profitait pour égratigner Inter, vous l'entendez, brandissant des chiffres connus d'elle seule. C'était un mois avant la remise d'un rapport sur le sujet qui allait agiter tout Radio France, un rapport rédigé par notre invité cet après-midi. Bonjour Laurence Bloch. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour. Et toutes, bonjour. Laurence, vous êtes la seule femme à avoir gravi tous les échelons de Radio France, de stagiaire jusqu'à directrice des antennes et de la stratégie éditoriale. Vous avez été directrice adjointe de France Culture, puis directrice de France Inter entre 2014 et 2022. Vous avez donc dernièrement été mandatée par Rachida Dati pour définir les bases d'une holding entre France Télévisions et Radio France. On va y revenir. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Radioactive qui vient de sortir chez Stock. Un retour sur votre histoire et une réflexion aussi sur l'avenir de l'audiovisuel public. Laurence, si vous aviez été encore aux manettes d'Inter, vous lui auriez dit quoi à la ministre de la Culture, Rachida Dati, en sortant du studio ce jour-là? On vient d'entendre cet échange. J'aurais dit, mais c'est pas du tout une bonne idée, vous vous rendez pas compte, vous allez mélanger les torchons et les serviettes, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on porte une chaîne comme Inter, mais quand on porte toute chaîne, on a le nez collé au succès de sa chaîne et c'est ça qui importe. Ce qui importe, c'est les résultats d'audience, les résultats de podcast. C'est surtout d'avoir toujours plus de moyens pour porter plus encore la chaîne et c'est de dire, voilà, moi j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de choses, de plus de TP, plus de TP numérique et fabriquer des planches pour la bibliothèque et pas s'occuper des contenus, c'est nul. C'est ça que je leur ai dit. Puis j'ai changé de vie. J'ai été directrice Inter pendant 8 ans et après j'ai travaillé à un étage qui est plus stratégique où on a beaucoup travaillé sur l'évolution des usages, la façon dont les gens aujourd'hui, mais sûrement vous beaucoup plus que moi, compte tenu de mon âge, aujourd'hui on n'écoute plus forcément la radio, on regarde plus forcément la télé, on est sur son iPhone. Et donc en travaillant pendant 2 ans aux côtés de Sybille Veil, avec Cécilia Ragnaud, qui est la directrice du marketing, on a travaillé, j'allais dire, sur un jeu des 7 familles. C'est-à-dire qui écoute quoi, comment. Et là, je me suis aperçue que pour l'audiovisuel public, il y avait 2 enjeux qui étaient absolument majeurs, qui étaient l'information. Il faut que ce soit l'information de service public qui existe partout, tout le temps, puissamment, et l'adresse au public populaire qui a déserté pas seulement Radio France ou France Télé, qui désertent tous les médias traditionnels. Et j'allais dire, l'exemple le plus flagrant, ça a été pendant des années RTL, parce que ce public, après le Covid, est parti. Donc la question pour moi, quand la ministre m'a proposé cette mission dont on dit qu'elle m'a instrumentalisée, je considère que l'intitulé de la mission qui était l'accompagnement de la holding ne me laissait pas beaucoup le choix, c'était pas pour ou contre, oui, c'était avec. Ouais. Et j'ai dit, ok, banco, j'y vais, parce que je pense que quelque part, moi je crois beaucoup que l'audiovisuel public est absolument majeur pour une démocratie, mais que si quelque part on ne travaille pas à faire en sorte que l'information soit infiniment plus puissante, partout, tout le temps pour tous, et qu'on ne rattrape pas le public populaire, je trouve que c'est très dangereux pour l'audiovisuel public. Maintenant, je vais vous dire une chose, et puis je vois que Cyril prépare ses armes. Non, je regarde j'ai juste Cyril, ancien spécialiste. Je veux dire une chose. Ça vous dit ça. La holding, on s'en fiche. Je veux dire, la holding, c'est un principe non, mais la holding, ça aurait été un bon titre pour le bouquin, Laurent. Oui, c'est ça. La holding, on s'en fiche. Non, mais vous doubliez les vents. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un principe. Non, mais c'est un principe d'organisation. Voilà. Nous, on a proposé un principe d'organisation, une holding, 5 filiales. On peut proposer autre chose. En tout cas, comment est-ce que l'audiovisuel public, la télé, la radio, autour du numérique, réussit à porter une information décuplée et à toucher tous les publics? Voilà. S'il y a d'autres solutions, je suis preneuse et je pense que la ministre, tout autant. Son plus grand regret en 50 ans de carrière à Radio France, n'avoir pas directement travaillé avec moi. C'est pas dans le livre, elle était certainement trop pudique pour l'écrire, mais c'est dans la dédicace qu'elle m'a faite. Cher Mathieu, mon seul regret est de ne pas avoir travaillé avec vous. Bon, j'ai croisé Benjamin Duhamel ce matin, il m'a dit que vous aviez écrit la même chose. Mais ça fait plaisir quand même, on va feuilleter votre livre ensemble en sautant peut-être quelques chapitres, notamment ceux où vous relatez vos folles virées au Palace, pour aller directement au chapitre qui m'intéresse, rapport au fait que je suis encore à 79 trimestres de la retraite, le chapitre 13 intitulé « L'audiovisuel public a-t-il encore un avenir ?» Personnellement, n'ayant pas prévenu de repartir sur Europe 1, je croise les doigts. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire. Et en ce lundi 13 octobre, c'est comme si Emmanuel Macron avait enfin été touché par la grâce. Il faut dire qu'hier, après la messe en latin, à genoux sur le prie-dieu, notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière a énormément prié. D'abord, bien sûr, pour que la cour d'appel casse le jugement inique qui a été rendu à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mais aussi pour que notre président Macron reconnaisse enfin la part de responsabilité qui est la sienne dans le bordel général. La valse des gouvernements Kleenex ayant coûté sur 12 mois la bagatelle de 15 milliards d'euros, selon Thierry Breton. Et bien ce matin, en Égypte, à sa descente de l'avion, notre président l'a enfin admis publiquement avec beaucoup de courage. Les échecs des gouvernements Bayrou, le Cornu 1 et bientôt le Cornu 2 sont directement imputables à pas lui. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. C'est pas moi, c'est eux. Bonne nouvelle donc, OSS 117 est arrivé au Caire et nous, on s'est réveillés ce matin comme Bill Murray dans Un jour sans fin. Debout les campeurs, c'est le jour de la marmotte. Darmanin est toujours ministre de la Justice, Rachida Dati est toujours à la Culture, Catherine Vautrin, attention petite fantaisie, est passée aux armées. Oh, c'est un dingo le Cornu. France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Alors Laurence Bloch, vous allez nous dire par quoi passe selon vous le salut de l'audiovisuel public. Juste le temps de vous présenter mes petits collègues, dont certains sont peut-être, qui sait, derrière les tags Laurence Bloch trahison retrouvés sur les murs de l'Agora. Regardez Quentin, il a encore de la peinture sur les mains, à moins que ça soit de l'enchoyade apportée de notre délocalisation de vendredi à Marseille. Quentin, comme Laurence Bloch ne l'écrit pas dans la dédicace qu'elle ne vous a d'ailleurs pas faite puisqu'elle ne vous a pas adressé son livre, elle ne regrette pas de ne pas avoir travaillé avec vous pour la simple raison qu'elle ne sait pas qui vous êtes. Mais je dirais à tort, car vous faites partie des grands espoirs de cette maison. Vous rattrapez, allez. Vous, qui à défaut d'avoir remplacé Claude Askolovitch, qui était votre objectif du mercato, j'ai pas dit mon dernier on mot, s'en souvient, vous scannez pour nous la presse quotidienne régionale. Oui, ce week-end, Montmartre a fêté ses vendanges sous le ciel ensoleillé de Paris. Alors, au-delà du folklore et de cette petite cuvée, la vigne pousse en Île-de-France. Le Parisien a dressé ce week-end des portraits de ses viticulteurs. Qu'est-ce que ça raconte, ce vin francilien de l'époque? Mais je vous le raconte à 17h30. Oui, la fête des vendanges de Montmartre, qui a encore été l'occasion pour Manon de tester les limites de son raisonnement concernant les doses d'alcool. Une dose par exemple de Porto, donc du coup à 5 centilitres, si j'en bois 15 d'affilée, ça va changer la donne. Donc ça changera plus rien. J'en peux plus de ce sonore. Le temps qu'elle réalise son erreur, elle dormait déjà face contre terre sur les marches du Sacré-Cœur. Manon Mariani, Beau ronflement. C'est vraiment le vôtre. Manon Mariani, après ce week-end mouvementé, vous êtes d'attaque pour une petite veille sanitaire, le décryptage de l'actu des réseaux sociaux. Les influenceurs fitness ont envahi les réseaux depuis quelques années. Alors en général, ce sont des hommes aux idées masculinistes et qui votent pour Trump. Pour les contrer, les démocrates ont donc eu aussi envie d'investir ce secteur d'influence. Je vous présente les leftistes gym influenceurs en fin d'émission. Oui, ils ont un petit nom. Les leftistes gym influenceurs, n'arrête pas le progrès. Côté humour, peut-on se moquer d'un homme qui part en prison la tête haute? Non, estime notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui pourtant n'a pas eu gain de cause car l'humour est libre sur Inter et Marie de Breuer va nous le prouver en se moquant des déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy. En fin d'émission, Ahmed Sparrow sera de retour après son triomphe vendredi à Marseille. Et puis Laurence, est-ce que vous aimez Fort Boyard? Vous aimez les énigmes du père Fouras. Vous aimez peut-être d'ailleurs le physique du père Fouras. Tout ça arrive en la personne de Cyril Lacarrière et son célèbre Lacar News. Les 3 infos que vous aurez hâte de raconter ce soir à la maison, si tant est que vous les compreniez. Eh bien, je vous parle de Bruno Retailleau qui part comme un mauvais élève, de Lambert Wilson qui arrive dans le monde de Harry Potter et du youtubeur Zach Nani qui se fait une place dans le monde du foot. Oh bah là, c'était presque... Je pense que j'aurai la clé. C'était presque compréhensible. Le Lacar News, ce sera juste avant la demi, mais d'abord, Laurence Bloch, l'ancienne directrice de France Inter, est avec nous pour son livre Radioactive. Commençons par cette mission que vous a confiée Rachida Dati, Laurence, une mission destinée à documenter le projet de holding rassemblant Radio France, France Télé et l'INA. C'est comme ça que vous le présentez dès le début du livre. Vous dites que vous n'avez pas regretté de l'avoir accepté, même si l'intensité c'est quelquefois confondu avec la brutalité. Même après 50 ans de carrière Radio France, vous avez réussi à être surprise par l'émoi que ce projet pouvait susciter auprès des salariés. Je n'ai pas été surprise par l'émoi, j'ai été surprise par la gravité de l'émoi, j'allais dire la force, la violence. Enfin, je crois qu'il y a une dizaine de tracts où mon nom était associé à trahison, donc ça c'est vrai que je ne me suis pas levée pendant 48 heures. Bon, c'est la vie. Mais il y en a un qui m'a fait rire quand même, c'est quand on m'a appelé Laurence Perfide, c'est ça pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Bon. Et puis après, je me suis dit, écoute, tu as lancé un pavé dans la mare. Tu as travaillé pendant 50 ans dans cette maison. Pour cette maison, tu incarnais l'audiovisuel public, tu as travaillé 30 ans à Culture, tu as travaillé à Inter, tu as porté Inter, c'est la première radio de France. Et c'est toi
qui pour les gens de Radio France vient porter le couteau dans la plaie ou le poison dans la plaie ou la fin de la radio. Donc, voilà, si le boomerang te vient en pleine figure, je assume et puis tu te calmes et puis voilà, on assume. C'est peut-être le tandem formé avec Rachida Dati qui a effrayé certaines personnes. Oui, mais alors, vous savez, je pars pas en vacances à Patmos avec Rachida Dati parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Oui, mais j'aime bien savoir avec qui vous partez. Je pars pas avec Rachida Dati. J'en suis pas l'avocate. J'en suis pas non plus la procureure, j'en suis pas la copine. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes que mon alliance avec Rachida Dati sur la holding, c'est comment est-ce qu'on conforte l'audiovisuel public aujourd'hui, qui est quand même très fortement attaqué, qui a du mal à toucher un public, qui est un public à qui elle doit ces programmes, parce que je pense que l'audiovisuel public, c'est aussi un facteur et un facilitateur d'égalité. On parle beaucoup de patrimoine financier, la façon dont le patrimoine est réparti, pas bien réparti, etc. Mais le patrimoine culturel, c'est pas beaucoup mieux. Et s'il y a quelque chose qui prolonge l'école, c'est bien l'audiovisuel public. Et si l'audiovisuel public doit s'adresser à un public, c'est bien à un public populaire. Mais est-ce qu'on ne va pas le fragiliser si on y touche avec la holding? Comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que l'audiovisuel public est l'ennemi de l'audiovisuel public? Je pense qu'il faut travailler sur des alliances, je pense qu'il faut travailler sur des attelages, je pense qu'il faut travailler sur des émissions communes, je pense qu'il faut travailler sur des incarnations communes, je pense que les métiers de la radio vont rester les métiers de la radio et les métiers de la télé vont rester des métiers de la télé, mais il faut qu'il y ait du commun. Or là, avec la radio à gauche, la télé à droite, vous n'avez pas de commun. Si vous voulez fabriquer vraiment une chaîne qui s'adresse au public populaire, qui a une ligne éditoriale qui est à destination d'un public populaire, qui n'est pas tout à fait la ligne d'Inter, qui s'adresse... Alors, c'est là où la ministre s'est lourdement trompée. Je le dis d'ailleurs. C'est les CSP+, c'est pas le 440. Les CSP+, c'est les profs, c'est les membres d'associations. Bon. Mais il y a un public beaucoup plus populaire qui n'écoute pas Inter et qui n'écoute pas assez ici et qui ne regarde pas assez France 3. Donc, il faut, par exemple, travailler à ce que la radio, la télé travaillent ensemble et beaucoup plus pour la plateforme, parce que la plateforme, ici, fonctionne bien. Si vous n'avez pas un directeur pour piloter les deux, vous n'aurez pas de proposition costaud. On continue de parler de la réforme de l'audiovisuel public avec Laurence Bloch. À suivre dans Zoom Zoom, des nouvelles du casting de la très attendue série Harry Potter. Alors que Cyril espère encore décrocher le rôle d'Hagrid, qui lui revient de droit, il nous parle d'un autre Français au casting. C'est dans le Lacar News, juste après un petit cadeau à Laurence. Mathieu Noël. Séquence émotion cet après-midi, puisque Laurence Bloch, d'ancienne patronne, est avec nous pour nous parler de son nouveau livre Radioactive, dans lequel elle se confie. Elle revient aussi sur la réforme de l'audiovisuel public. Avant de revenir sur le livre, un mot peut-être d'actu. Comment vous avez vécu, vous, Laurence, l'affaire dans laquelle sont retrouvés Thomas Legrand et Patrick Cohen, filmés en caméra cachée au cours d'un déjeuner avec des responsables socialistes, qui a été repris ensuite par l'Empire Bolloré et analysé, scruté sous toutes les coutures? Je pense que c'est juste un élément supplémentaire qui prouve qu'il y a une guerre idéologique qui est menée à l'audiovisuel public. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, à toutes les opérations d'espionnage de l'URSS et ensuite de la Russie, où on met des femmes dans les lits des diplomates, on les coince avec des caméras, voilà. Tout sera bon. Donc, je dis simplement à mes amis journalistes, j'avais trouvé une excellente expression avant de venir ici. Excellente. Quelqu'un me l'a piqué. J'avais trouvé moine soldat. Oui, là, le cornu vous l'a piqué. Mais je dis, voilà, aujourd'hui, il faut vraiment être journaliste, dans le in, dans le off, en privé, en public, la nuit, le jour, parce qu'il y a toute une série de... Il y a juste beaucoup de traquenards qui sont prêts à être déclenchés et qu'il faut être plus impeccable encore que d'habitude. Et par ailleurs, je pense qu'il faut être extrêmement méfiant sur le sentiment qu'on peut donner d'une collusion, connivence avec les politiques, avec des chefs d'entreprise. Un journaliste, il est ailleurs. Il est toujours à distance. Mais aujourd'hui, concrètement, vous parlez de la stratégie du groupe Bolloré dans votre livre. Vous parlez de la mise en place de machines de guerre dont la cible favorite était France Inter. Peut-être l'est toujours. Comment on répond à ces stratégies mises en place? On fait son boulot. On continue, on a confiance dans ce qu'on fait. Et puis, on a confiance dans les institutions de la République. Moi, j'ai confiance dans les institutions de la République, l'ARCOM, par exemple. En revanche, c'est vrai que j'ai confiance dans le Parlement, mais j'ai quand même été saisie par le silence qui a entouré cette affaire de Thomas Legrand et de Patrick Cohen, et personne n'a pris la défense du service public pour dire « halte là, c'est critiquable, c'est amendable, mais quand même, l'audiovisuel public, c'est absolument indispensable à l'équilibre de la démocratie. Pas un parlementaire, pas un politique. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur? Pas un intellectuel, pas un artiste.
pas un groupe, je veux dire, culturel, parce que le jour où l'audiovisuel public disparaît, alors là, pour vendre des bouquins, pour porter des films, pour accompagner des artistes, je veux dire, là, il va y avoir du boulot. Donc, moi, je suis stupéfaite du silence. Je trouve que c'est un silence de lâcheté. Je veux dire, voilà, mais il faut que les maisons de l'audiovisuel public, et c'est ce qu'elles font d'ailleurs, elles fassent le boulot le plus correctement possible et qu'elles en rendent compte à leur public. Voilà. Ne pas se laisser intimider. Vous écoutez France Inter, le message est passé, il est 17h26. Et il y a quelques jours seulement, il était mourant. Perclus de rhumatisme, rendu quasi gravataire par une double hernie discale inopérable. Eh bien, à la grande surprise du corps médical, la solution n'était pas les infiltrations ou la cortisone, mais une nuit de bamboche à Marseille. On a fait une nouba du tonnerre, répète en boucle celui qui n'avait pas guinché comme ça depuis les 50 ans de Zizi Jeanmer à l'Alcazar. C'était déjà très beau. Hein. Cyril s'est donc régaillardi par cette folle nouba que vous avez travaillé, votre Lacar News aujourd'hui. Les 3 infos qu'il ne fallait pas manquer en ce 13 octobre. On démarre par le mauvais élève du jour. Il avait dit quoi, Sébastien Lecornu? Ne convoquez pas la presse pour les passations de pouvoir, jouez la profil bas, mais il y en a un qui avait envie de faire comme ça lui plaît. Je n'allais pas partir comme un voleur, parce que simplement je voulais vous dire un grand merci. Avoir été pendant ces 12 mois votre chef aura été le plus grand honneur de toute ma vie. C'est vous qui protégez, quand tant d'autres se protègent. Bruno Retailleau n'a donc pas suivi la consigne du Premier ministre. Résultat, 20 minutes de discours et un dernier pied de nez à ses propres chefs pour quelqu'un qui appelle au respect de l'autorité. C'est pas très sérieux. Bien vu. Le Frenchie du jour. Un Français au casting d'Harry Potter. Lambert Wilson fait partie des acteurs qui tournent en ce moment la série de HBO. Série qui sera donc une nouvelle adaptation des livres de J.K. Rowling. Donc la même histoire que celle qu'on a déjà vue dans les films. Et absolument. Ouais. J'en reviens à Lambert Wilson. Il jouera Nicolas Flamel, l'inventeur de la pierre philosophale, une pierre capable de transformer le plomb en or et de prolonger la vie, Mathieu. Ça m'intéresse, une pierre philosophale. Il a cherché à Marseille, mais pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Pourtant, vous l'avez cherché jusqu'à 6h du matin. Le joli coup du jour. Connaissez-vous Zach Nani? Sans doute pas, mais Mathieu. Non, je ne le connais pas. Eh bien, Zach Nani, voilà, vous le connaissez alors? Pas du tout. Très bien. Quelle actrice. Zach Nani, c'est 650 000 abonnés sur Twitch et plus de 900 000 sur YouTube. Il s'est fait connaître en faisant des interviews sur Internet et depuis un an, il fait beaucoup plus que ça. Il est devenu le diffuseur de matchs de foot, de championnat de foot, d'Arabie Saoudite, une diffusion entièrement gratuite. Eh bien, Zach Nani va faire encore plus puisqu'il va désormais aussi diffuser les matchs de l'équipe de France Espoir jusqu'à l'Euro 2027 et ça encore, ce sera gratuit. Le streamer commentera les rencontres avec des invités, tous des passionnés de foot comme lui. L'occasion pour la Fédération de foot de moderniser l'image de cette jeune équipe de France. Et pour Zach Nani, c'est une nouvelle pierre à son édifice, la preuve qu'il s'est imposé comme un vrai acteur du foot actuel. Preuve aussi qu'il faut désormais bel et bien compter avec ses médias. Et c'était la chaîne L'Équipe qui avait les droits des matchs des espoirs. Ils sont maintenant entre les mains d'un youtubeur. Les temps changent, mon Cyril. Et c'est vrai, Laurence Bloch, ces youtubeurs qui s'institutionnalisent entre guillemets en devenant des diffuseurs de matchs de foot. À une époque, on n'aurait pas pu imaginer ça, qu'un youtubeur ait les droits de diffusion de on peut même pas imaginer YouTube, ça c'est sûr. Ouais. Et donc ça fait partie de ce basculement des médias qui doit nous inciter, nous, à changer pour rester dans le coup. Ça doit vous inciter à faire que tous les formats que vous fabriquez, qui sont des formats d'exception, aillent partout, pas seulement à la radio, à la télé, mais sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Ça demande de nouveaux métiers, ça demande de nouveaux personnels, mais ça me semble être absolument décisif pour vous. Mais nous, on existera toujours, Laurence. Mais oui. C'est ça qu'on avait envie d'entendre. Vous aime, je vous écoute. Mais c'est vrai que maintenant, je vous écoute sur mon petit truc là, l'iPhone. C'est plus mon transistor dans la cuisine. C'est l'iPhone et comment on appelle ça, la bouse. La Bose. L'enceinte. La petite enceinte. Ça leur fait une belle pub. Mais ça leur fait une belle pub aussi. Ils peuvent vous en envoyer. En plus. Effectivement, envoyez vos enceintes Bose qu'on puisse voir, vérifier la qualité sonore de ces petits dispositifs sonores. Dans sa France à lui, parce que je m'étouffe, alors on va enchaîner vite. Un verre de vin par direction l'Île-de-France. On va pas aller bien loin. Tiens. On va parler de Pinard avec cet article du Parisien ce week-end, l'inattendu percée du vin francilien. Alors déjà, petite pensée pour celles et ceux qui ont participé aux vendanges de Montmartre ce week-end, au pied du Sacré-Cœur, sous un magnifique soleil d'octobre. Ils peuvent en témoigner après cette magistrale gueule de bois collective. Oui, on fait du vin à Paris, même si là, il s'agit toujours d'une petite vigne un peu folle. Enfin, c'est un peu du folklore quand même. En Île-de-France, en revanche, il se passe quelque chose. Déjà, depuis 4 ans, les producteurs franciliens peuvent revendiquer leur production avec l'indication géographique protégée, l'IGP d'Île-de-France. Et ils s'en donnent à cœur joie. En Essonne, dans les Yvelines, les producteurs veulent maintenant maîtriser de A à Z les productions de Merlot, de Pinot Noir, de Chenin ou encore de Chardonnay
chardonnay. Oui, tout ça par là. Il y a tous ces cépages en Île-de-France. Oui. Un père et son fils viennent d'investir dans un chai flambant neuf au Granges-le-Roi, à 46 km au sud-ouest de Paris. Mais alors, qu'est-ce que ces viticulteurs franciliens vous inspirent, mon petit Il y a Quentin un véritable essor du vin en Île-de-France, favorisé bien évidemment par un changement climatique qui permet désormais de cultiver au nord de la Loire des cépages autrefois plantés plutôt au sud. Souvenez-vous, on avait fait une émission nous-mêmes sur l'agroclimatologie. C'est vrai, on a fait tellement d'émissions, Quentin, j'ai du mal à suivre. Étudie l'impact du climat et du changement climatique sur l'agriculture. Et bien là, on est pile dans ce cas-là. Le réchauffement des sols, les étés plus longs, les vendanges avancées, tout cela va redessiner la carte du vin français. Et ça ne s'arrête pas là. Adrien Pellissier, c'est l'un des fondateurs du domaine de la Bouche du Roi, un chai dans les Yvelines, qui se retrouve désormais à la table de certains restaurants d'Alain Ducasse, mais aussi à New York. Donc non seulement ça prend, mais en plus ça s'exporte. Et puis on le sait, déguster du vin, c'est aussi raconter une histoire, Mathieu. Et là, l'histoire commence à s'écrire. Alors, à ceux qui riraient du vin en Île-de-France, de ces coteaux du périph' et des raisins de banlieue, on peut désormais répondre chais. Oh là là. Un jeu de mots qui, à mon avis, Pierre Courade en régie. Il est jaloux. Salue ce jeu de mots. Approuvé par Laurence Bloch. Oui, très très bon public. Alors merci Quentin. On continue de deviser avec notre ancienne patronne, mais justement, Laurence, vous connaissez l'importance de la satire politique sur l'antenne d'Inter. Je vous présente celle qui empêche la 5e République de tourner en rond. Marie Debreur, bonjour. Bonjour. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Nicolas Sarkozy, il a pris du ferme, comme dirait la fouine. Et on a des infos sur les conditions d'incarcération de l'ancien presse de la REP. Enfin, moi, j'ai mes sources bien à moi, bien sûr. Oui, vos sources très personnelles. La chronique de Marie Debreur, c'est juste après. Un compliment. Noël sur France Inter. À suivre dans Zoom Zoom Zen, un grand moment puisque Manon a enfin découvert une espèce rare, le mascu de gauche. Après toutes ces années, vous le cherchiez, il existe. Elle vous l'explique dans sa veille sanitaire. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Marie Debreur, car il nous faut le répéter, même si à chaque fois c'est dur, surtout pour Cyril. L'ancien président Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy a été convoqué aujourd'hui par le parquet national financier en vue de son incarcération, notamment pour savoir à quelle date il sera derrière les barreaux. Oui, parce qu'il a bénéficié d'un délai pour prendre ses dispositions professionnelles, délai qui lui a permis de voir PSG au Cerf et d'organiser la semaine dernière un petit pot de départ. Voilà, ça bosse. Il a fait du networking, on va dire. Au menu du pot de départ, il y avait des mini-quiches, un pain surprise et de la piémontaise. Malheureusement, la piémontaise était restée trop longtemps hors frigo, ce qui a provoqué une vilaine colique à plusieurs invités. On aurait entendu depuis les toilettes quelqu'un crier « C'est l'état de droit qui sort par mon bas-trou !» Des propos terribles. Le pot de départ a eu lieu dans le 16e arrondissement de Paris. Nicolas, je vous laisse le temps de vous remettre de cette histoire de bas-trou. Oui. Nicolas Sarkozy a pu dire au revoir à quelques copains avant son grand voyage vers le 14e. Donc quand même 20 bonnes minutes en taxi, où se trouve la prison de la Santé, dans laquelle il va probablement être incarcéré. Sarkozy logera dans un quartier pour les personnes vulnérables, appelé aussi le quartier VIP. Et c'est dans cette cellule qu'ont été détenus Claude Guéant, Patrick Balkany ou encore Jean-Luc Lahaye. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy pourra s'occuper en lisant les petits mots et croquis laissés par les anciens détenus sur les murs. Apparemment, Patrick Balkany aurait gravé un petit bâtonnet pour chaque jour passé en détention. Bon, il n'y a que 4 petits bâtonnets, mais voilà. Et Jean-Luc Lahaye lui aurait dessiné des nanas à poil sur les murs de la cellule alors qu'il était en détention provisoire pour agression sexuelle sur mineurs. Mais impossible de savoir l'âge de ces dessins, puisqu'il s'agit de dessins. Petite description de la cellule de M. Sarkozy, 9 mètres carrés avec fenêtre grillagée, cabine de douche, WC et matelas en mousse. Bon, apparemment, il a fait une demande pour avoir un surmatelas en plume d'oie. On croise les doigts pour M. Sarkozy, qui a quelques soucis au niveau des cervicales et qui a besoin d'une literie de qualité. Il aura également dans sa cellule une télévision, un frigo, des plaques de cuisson. Et évidemment, j'ai la réponse à la question que tout le monde se pose. Non, il n'y aura pas Netflix sur la télé. Sarkozy, qui est en plein visionnage de Gossip Girl, va devoir terminer les 6 saisons avant son incarcération pour enfin savoir mais qui est Gossip Girl, quoi. T'imagines aller en prison sans savoir qui est Gossip Girl, mais horrible, quoi. Le suspense est intenable. Bon, on sait qu'il va pas y rester longtemps, il va faire une demande de mise en liberté ou dire qu'il a très très mal au dos sur le matelas en mousse et puis voilà. Mais je trouve ça vraiment dommage, parce que la prison a un
super programme d'activités pour les incarcérés, avec notamment des cours d'art-thérapie, un atelier de peinture à la gouache d'abord, hein, et pour les plus aguerris, à l'acrylique. Le nom de l'atelier, peindre sa peine, avec un joli double sens sur le mot peine. Monsieur Balkany a par exemple fait un magnifique tableau à la gouache d'un soleil, pensant qu'il n'allait pas le revoir de sitôt. Et puis finalement, si. Merci l'art-thérapie. Pour se détendre, Nicolas Sarkozy aura le droit à des petites balles anti-stress. Vous savez, les balles à malaxer avec les mains. Cependant, il a expressément demandé à ce que ces balles soient floquées avec le logo de Mediapart et une photo de Fabrice Arfi. Bon. Carla Bruni-Sarkozy aurait proposé de faire un concert à la prison de la Santé, proposition qui a été refusée par le directeur de l'établissement parce que, je cite, la torture a été interdite depuis 1780 en France. Et oui, on le rappelle que le titre Raphaël de Carla Bruni est encore utilisé aujourd'hui à Guantanamo pour torturer les prisonniers. Et voilà, c'est terrible. 4 consonnes et 3 voyelles. C'est le prénom de Raphaël. Et de Nicolas aussi. NCLS, 4 consonnes et IOA, 3 voyelles. J'ai compté. Ça marche aussi, quoi. C'est hyper pratique. Et pourtant, quelqu'un m'a dit que c'est la fin de ma chronique. Allez, salut. Merci Marie Debreuer. Marie Debreuer, copine de transat de notre invité à Patmos, l'île grecque la plus sélecte, puisqu'on y croise tout le showbiz français, dont Laurence Blanc et Marie Debreuer. Également Laurent, notre directeur des programmes, et Emmanuel Chin aussi. Vraiment, c'est une île, c'est vraiment, les prix ont dû exploser là-bas. Non, mais Chin, c'est fini. Comment ça, Chin, c'est fini? Évidemment. Ah, il va appeler Patmos? Mais non. Il était pas là cette année, je crois. Ah oui. Il a vous lisez pas la presse. C'est pas suffisamment la presse, effectivement. L'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch, est avec nous pour son livre Radioactive qui vient de paraître chez Stock. Laurence, il y a un passage qui m'a vraiment étonné dans votre livre, c'est lorsque vous évoquez Emmanuel Macron. Vous parlez de l'énigme Macron. Vous revenez sur la phrase qu'il aurait prononcée: l'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Est-ce que vous avez pu en discuter de ça avec lui? Est-ce que vous avez su s'il avait vraiment prononcé cette phrase? Jamais. Non, jamais, parce que je l'ai vu... alors attendez que je calcule, le vendredi avant l'élection présidentielle, je l'ai vu 4 fois dans ma vie, Emmanuel Macron, et il venait effectivement à l'occasion des élections présidentielles, le vendredi veille du premier tour, le vendredi veille du deuxième tour, et pour tout dire, on avait d'autres centres d'intérêt et d'autres questions à lui poser que celle-là. Mais vous pensez qu'il a vraiment une défiance envers l'audiovisuel public? C'est rien que le nombre de fois qu'il est venu sur Inter pour un président de la République, surtout qu'Inter est devenu vraiment la première radio de France de loin. Des journaux comme Le Monde, j'en parlais avec des amis du Monde, il est venu très peu sur Le Monde, je pense que quelque part après tout c'est son choix, il est président de la République, mais je pense qu'une parole forte du président sur l'audiovisuel public aurait, calmé, apaisé beaucoup de craintes sur une possibilité de réorganisation et que la suppression de la redevance en un claquement de doigts n'a pas aidé non plus les choses. Vous revenez dans votre livre, Laurence Bloch, sur l'affaire Guillaume Meurice. Vous n'étiez plus à la tête de la station à ce moment-là. Comment vous avez vécu ce moment? Comme tout le monde, de façon très difficile, parce que ça a été extrêmement violent pour l'équipe, pour Charline, pour Guillaume, pour France Inter, que le torrent de boue, d'indignation, mais aussi d'émotion de gens qui avaient été très profondément blessés par Guillaume. Moi, ça m'a touchée. J'étais pas si loin de la chaîne. Le pays, il faut se souvenir dans quel état était le pays. C'était 3 semaines après les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Donc, mais je pense que le pays était à côté de lui-même. Le pays était à côté de lui-même. Et aujourd'hui, je pense que si Guillaume faisait cette blague, il n'y aurait pas ce déferlement d'émotions. Donc c'est une question de timing pour vous? Je le dis vraiment, je pense que c'était pas le bon moment. Charline elle-même a dit que ça n'était pas forcément le bon moment. Guillaume est resté sur ses positions. Je pense vraiment que le pays était à côté de lui-même, mais pour de bonnes raisons. Et qu'il fallait absolument calmer le jeu pour la chaîne, pour Radio France, pour Guillaume, pour l'équipe, pour Charline. Absolument. Est-ce que justement aujourd'hui l'humour politique est menacé et comment le préserver, le protéger? Écoutez, moi je suis pas en capacité de vous répondre, mais tout ce qui est saillant, me semble-t-il, tout ce qui a du caractère, tout ce qui a du tempérament est menacé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une chaîne comme Inter est une chaîne très importante. C'est pour ça qu'une chaîne une maison comme Radio France est très importante, parce qu'il y a une liberté d'expression totale. Alors après, c'est vrai que quelque part, j'ai infiniment d'affection pour Guillaume et il avait un talent exceptionnel. Mais il faut savoir aussi que quand on travaille dans l'audiovisuel public, tous les auditeurs se valent et il faut pouvoir dire pas d'excuses, des regrets, dire
je regrette d'avoir blessé des auditeurs, et puis après on passe à autre chose. Guillaume, à aucun moment, il a été question de relire ses papiers, à aucun moment. Guillaume préférait être guillotiné plutôt que de dire qu'il regrettait. Voilà, pour lui, c'est un moine soldat de l'humour, et je le regrette parce qu'il y avait beaucoup de talent, mais la maison ne pouvait pas faire autrement que de s'en séparer. Les humoristes ne sont pas des vaches sacrées. Si une blague est ratée, il faut le reconnaître à l'antenne, c'est ce que vous écrivez. Pardon ? Si une blague est ratée, il faut le reconnaître à l'antenne. Absolument, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Il faut dire, voilà. Alors, je veux dire, le spécialiste, et je l'aimais vraiment beaucoup, c'était Frédéric Fromet. Et puis Frédéric, je crois que j'étais appelée 3 fois devant l'Arcom pour Frédéric. Quelquefois, il disait à l'envers ce qu'il voulait dire. Donc, rien n'était compris de ce qu'il voulait dire. Frédéric savait dire aux auditeurs, j'ai blessé des auditeurs, j'ai pas utilisé de bons mots, je suis désolée. Et puis, Frédéric recommençait sans que jamais on ait regardé ce qu'il écrivait. Il faut aussi comprendre le monde dans lequel on évolue, les rivalités qu'il y a aujourd'hui, notamment le groupe Bolloré qui nous attaque, qui prend des extraits parfois de chroniques humoristiques et qui les diffuse au premier degré, qui peut semer la confusion chez les gens qui découvrent des extraits. Donc il faut se préparer à ça, mais ça veut dire que l'humoriste doit intégrer le fait que ça peut être récupéré. Ça peut être compliqué. Il doit rien intégrer du tout. Dans ces conditions. Je pense qu'il faut qu'il garde la bonne distance. Je pense qu'il faut qu'il tape sur tout le monde. Je pense qu'il faut qu'il fasse son boulot. Et je pense qu'il faut pas qu'il se laisse tourner la tête par le succès. Voilà. Mais il doit rien intégrer du tout, l'humoriste. Voilà. Je pense que simplement, ce qui serait assez chouette, formidable, nécessaire, légitime, c'est qu'il y ait tout de même un certain nombre de gens qui prennent conscience que sans l'audiovisuel public, le pays ne sera plus le même. Voilà. Mais c'est pas aux humoristes à porter ça. Qu'est-ce qui fait que le service public est si important à vos yeux, s'il fallait le résumer? Le livre porte là-dessus. Je vais vous dire, parce que sa première bataille, c'est la bataille des faits. C'est la bataille des faits, c'est la bataille du réel. Et c'est pas la reconstruction du réel, c'est ce qui est. Je pense que ça, c'est partagé avec tous les grands groupes, TF1, M6, BFM. Mais le plus du service public, c'est que quelque part, personne ne distribue autant d'outils pour que les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine sociale, réussissent à se retrouver dans un monde qui est quand même très compliqué, très bousculé, très difficile, et que ça, c'est un facteur d'équilibre indispensable. Personne ne fabrique des podcasts pour les enfants comme le fait le service public. Personne ne travaille sur la souveraineté culturelle comme le fait le service public. Le jour où il n'y a plus le service public, les artistes français n'auront plus de voix. Donc c'est en ça que je considère que c'est vraiment un facteur d'équilibre, d'émancipation, de souveraineté culturelle, et je le dis, d'égalité. Parce qu'il y a, je le répète, l'héritage financier et l'héritage culturel, et c'est l'audiovisuel public qui continue ce que fait l'école. Laurence Bloch, Radioactive, c'est disponible aux éditions Stock. Vous écoutez France Inter, il est 17h46. On parle, mais que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Rien de bien intéressant, c'est que des écervelés qui se pignolent sur du vide, selon Cyril Lacarrière. Beaucoup de choses passionnantes, selon Manon, qui, elle, n'est pas née sous René Coty, ça aide. Manon, aujourd'hui, vous nous faites découvrir des influenceurs fitness, mais alors très loin des stéréotypes. Ils sont grands, ils sont forts, ils poussent de la fonte et ils ont des muscles à des endroits totalement improbables. Depuis quelques années, les influenceurs fitness ont envahi les réseaux sociaux. Le premier youtubeur de France en est même un, Thibaut InShape. Ces hommes se filment principalement à la salle de sport, dans des vidéos qui sortent la testostérone, la transpiration et surtout la virilité à l'ancienne. Car c'est ça qu'ils mettent en scène, cette masculinité intense, censée faire rêver les femmes et surtout censée les dominer. La majorité de ces James Bro, comme ils se surnomment, font partie des mouvances masculinistes et se définissent comme des mâles alpha sur les réseaux. Leur plus célèbre représentant est ce cher Andrew Tate, qui dit des choses comme « Si tu trouves qu'être gros est acceptable, tu ne vas jamais rien faire de ta vie ». Et comme Tate, ces influenceurs fitness sont devenus de véritables caisses de résonance politique. La plupart sont d'ailleurs des républicains pro-Trump affirmés. Et il ne faut pas minimiser leur importance. Ils ont des millions d'abonnés et s'adressent à des jeunes hommes en quête de repères et de modèles. Et leur vote est très important pour Trump. Oui, on l'a vu aux dernières élections, les jeunes hommes ont massivement voté pour le candidat républicain, quasiment 60% contre 40% pour Kamala Harris. Ils sont donc devenus une cible à séduire. Et les démocrates l'ont bien compris, ils ne peuvent plus les laisser à la merci des influenceurs fitness masculinistes. Du coup, ils ont décidé d'investir le secteur avec les leftistes gym influenceurs, les influenceurs fitness de gauche. Oui, ça vous fait sourire, mais ils sont de plus en plus nombreux sur TikTok et Instagram. Ils
reprennent les codes de ces James Bros. Ils se filment en train de faire du sport, mais ils prônent des valeurs opposées comme la cohésion sociale, défendent les droits des minorités et surtout tentent de déconstruire les jeunes hommes qui sont rentrés dans les sphères de l'extrême droite. What the online right has done, though, is convinced you that you are an alpha male that deserves respect and a virgin wife. Ce que la droite a fait, c'est de te convaincre que tu es un mâle alpha à qui on doit le respect et qui doit se marier avec une vierge. Ça, c'est du bullshit. Lui, par exemple, c'est Colin Davis, 55 000 abonnés sur Instagram. Il fait partie de cette nouvelle mouvance. Il a dit aux médias Wired qu'il recevait énormément de messages privés de mecs, je le cite, qui aiment la randonnée, soulever de la fonte, boire de la bière, manger des burgers, mais qui veulent aussi que les gens aient une foutue couverture santé. Et il n'est pas le seul. Le média ouzbek Erika parle aussi de The Swoletarias, non-toxique masculinité, Josh Kennedy, qui produisent des contenus sur le même modèle. Et ils sont payés par les démocrates, ces leftistes ou pas ? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que 2 d'entre eux ont révélé aux médias avoir effectivement été payés par un membre du Parti démocrate pour produire du contenu. Ils parlent de contrats à hauteur de $10,000 et ne veulent pas révéler leur identité. On peut supposer qu'ils n'ont pas le droit ou qu'ils ne veulent pas desservir leur cause. Alors, d'après leur contrat quand même que le média a pu consulter, il s'agirait d'un programme pilote orchestré par le Parti démocrate dans le but de produire de contenu politique progressiste sur les réseaux qui doivent défendre des valeurs de gauche, une sorte de projet secret qui n'a pas non plus l'air très très au point. Les démocrates sont tellement à la traîne qu'ils sont prêts à tout pour regagner la confiance des jeunes hommes, notamment à l'approche des élections de mi-mandat qui ont lieu l'année prochaine. Et puis la manosphère, et même maintenant au gouvernement, Pete Hegseth, le secrétaire à la défense des États-Unis, a dit la semaine dernière que les soldats américains étaient gros et a lancé un challenge fitness sur les réseaux. En réponse, des élus démocrates ont eux aussi commencé à se filmer dans les salles de sport. Qui aurait pu penser que pousser de la fonte deviendrait un jour un sujet aussi politique. Merci Manon, on a un bodybuilder de gauche dans l'équipe, c'est Ahmed Sparrow. Pour 10 000, tu l'as fait la story, toi, pas de problème. Pour 10 000, j'en fais 2. 500, ça va. Évidemment. Laurence Bloch, sans rire, la montée du masculinisme, on en parle malheureusement assez souvent dans cette émission, c'est un vrai sujet de société, c'est quelque chose qui fait peur. Moi, ça me fait pas trop peur, mais enfin, je suis beaucoup moins que vous sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la peur n'aide jamais. Donc, il faut résister, il faut avancer, il faut faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et puis, il faut se préserver un peu de ce truc-là, les réseaux sociaux. Oui, Manon, mais le problème, c'est que Manon, c'est son boulot. Oui, je sais payer pour ça, Laurence. Moi, j'ai une autre question à vous poser. C'est quoi ce pignolet ? Ce pignolet, c'est pas très joli, Laurent. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Mais c'est parce que c'est dans la bouche de Cyril. Allez-y. C'est quoi ? Moi, je l'ignore. Ça fait référence à l'onanisme, tout simplement, Laurence. À l'onanisme. Oui, mais ça, c'est Cyril qui utilise des mots comme ça en antenne. C'est vraiment dégoûtant. C'est vous ? C'est vraiment dégoûtant. Oui, c'est moi qui l'ai dit parce que je répercutais des propos de notre rédacteur en chef. Imaginé par moi, évidemment, c'est mon métier. Lui, il était très à l'aise vendredi à Marseille. Trop, peut-être. Communion avec ses fans, blaguant avec le DIRCOM de l'Olympique de Marseille. Plus tard dans la nuit, claquant des bises au parrain de la DZ Mafia. À mon avis, on a encore beaucoup de choses à découvrir concernant les multiples vies d'Ahmed Sparrow. Bonjour Ahmed. Bonjour, oui, ce week-end m'a pas mal fatigué, vous entendez ma voix ? Oui. En plus, hier, j'étais au concert de Booba, donc... Quelle vie, mais il est tellement showbiz. La chronique d'Ahmed Sparrow, c'est juste après. Mathieu Noël. Et maintenant, dans Zoom Zoom, place à Ahmed Sparrow, l'homme que même Bolloré n'a pas réussi à faire taire, mais que France Inter hésite encore à laisser parler. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors bon, je suis un peu fatigué dû à mon week-end. On était à Marseille avec toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Franchement, c'était cool. On a eu des super invités, Pavard, Youssoufa, Jocelyne Berroir. On a dîné entre collègues dans un restaurant que Cyril Lacarrière a choisi. Où tu avais le choix entre du porc et du jambon. Je lui en veux pas, non. Il est resté sur les menus des années précédentes. Mais c'est vrai que maintenant, il y a Merwan, il y a moi. Et donc on peut dire qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs d'origine végane. Mais ce petit voyage m'a fait comprendre une chose. Les gens de France Inter, après 2 verres, ils veulent s'embrouiller avec toute la terre. Alors bien évidemment, quand je dis les gens de France Inter, je ne vise que Pierre Courade. Pierre Courade, c'est Astérix quand il boit. Tu lui donnes un peu d'eau. C'est comme Gizmo, faut pas lui donner à boire après minuit. Bon, assez parlé de nous, parlons de vous, Laurence Bloch. 50 ans de radio, moi je dis bravo. Ouais. Moi ça fait 1 an que je suis là, il y en a, je peux plus me les voir. Vous avez fait de France Inter la première radio de France. Donc forcément la radio la plus détestée par l'extrême droite. Et depuis que je suis ici, j'ai jamais eu autant de commentaires racistes. Avant, moi j'étais invisible par eux, c'est vrai. J'étais dans mon coin tranquille avec mes potes, mes arabes, mes noirs en train de profiter des aides de l'État. Enfin j'imagine que c'est ce qu'ils se disent. Maintenant je suis sur Inter, je suis leur cauchemar. Un arabe payé par l'État pour parler français sans accent, c'est rare. Mais bon, j'ai remarqué un truc, les racistes c'est comme les Pokémon. Il y en a plein mais au final ils connaissent que 3 attaques. Et ce soir j'aimerais y répondre. La première, et ça c'est payé avec nos impôts, c'est leur première attaque. Payer c'est un grand mot, on va en
parler justement. Madame Bloch, le salaire des chroniques est bloqué depuis votre premier mandat à France Inter. On a carrément proposé de me payer en francs. Il y a un souci. Et le pire, c'est que c'est souvent des gens qui payent pas d'impôts qui disent ça. Tu sais, c'est comme ceux qui critiquent le catalogue Netflix alors qu'ils utilisent le compte de leur cousin. La deuxième, c'est encore un envoyé de Mélenchon. Alors, je sais pas pour les autres chroniqueurs, mais moi, personne m'a envoyé. Hein. Le seul qui a les moyens de m'envoyer, quelque part, c'est Nasser El Khelaïfi. Et la troisième, le classique, retourne dans ton pays. Bah, c'est fait, je suis à Radio France. Et les pires, c'est ceux qui t'écrivent ça avec des pseudos chelous, genre Jean-Michel du Nord 89. 89, c'est pas le département, hein, c'est juste qu'il a été banni 88 fois avant pour racisme. Là, on a un nouveau gouvernement, et moi, j'aimerais que Le Cornu nomme un ministre de la haine. Pas pour supprimer la haine, non, pour la taxer. Si tu mets une taxe sur la haine en France, la dette disparaît en 72 heures, et c'est vrai. Et puis, votre parcours, franchement, il est inspirant. Vous avez commencé stagiaire, vous êtes devenue directrice. C'est beau. Moi, j'ai commencé chroniqueur, et je vais sûrement finir stagiaire. Mais au moins, je participe à la diversité des trajectoires. J'ai lu aussi votre enfance à Auneuil, dans l'Oise. Vous dites, j'étais une adolescence craintive, précautionneuse et sombre. C'est fou, parce que c'est exactement le profil psychologique de notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière. Dès que tu dépasses Avec 3 le minutes sexe 30. qui change. Ouais, exactement. Et vous avez une phrase qui est magnifique dans votre livre. Vous dites, l'humour politique est vital pour la démocratie. C'est beau. Ouais. C'était aussi la devise de Guillaume Meurice. Et comme vous, il travaille plus ici. Ouais, celle-là est dure. Vous expliquez aussi que le groupe Bolloré a construit des machines de guerre contre France Inter et je vous crois. Bolloré, c'est Thanos avec une télécommande. Ah ouais, il claque des doigts et t'as une rédaction qui disparaît. Après, t'as Pascal Praud, c'est le général. Alors Pascal Praud, c'est le chargé de communication des anti-France Inter. Tu dis 3 fois Bolloré, il apparaît comme dans Candyman. Et pendant ce temps, Laurence, vous avez tenu la baraque, vous avez résisté à toutes les suppressions. À chaque fois, un ministre, un chroniqueur ou un milliardaire râlait, vous les défendez, vous avez défendu les humoristes comme Gandalf défend les hobbits. Vous disiez, vous ne passerez pas, flamme doudoune, faut avoir la référence. Mais votre livre finit bien, c'est vrai, vous dites ni regret ni nostalgie, juste la reconnaissance, on dirait le bilan de Macron. Moi aussi j'ai de la reconnaissance parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'il y a des gens comme moi qui peuvent parler à la radio la plus écoutée de France. Et ça franchement, c'est un geste punk. Soyez punk, c'était d'ailleurs la devise de Laurence Bloch. Merci Ahmed Sparron, on vous retrouve très vite dans Zoom Zoom, vous restez punk, vous resterez punk. Ah bah je vais tout faire pour, oui bien sûr. Mais oui, c'est pas simple, hein, mais je pense que l'histoire de Rachida Dati, ça a montré quand même que action. Merci encore Laurence Bloch de nous avoir assuré qu'un avenir existait pour l'audiovisuel public. La bise à votre copine Rachida. Je rappelle votre livre Radioactive qui vient de sortir chez Stock avec tout votre parcours et vos idées pour la réforme de l'audiovisuel public. Merci à tous les amis, Manon, Quentin, Cyril, celles et ceux qui nous aident à préparer cette émission. Claire-Sophie Collet, Florence Dumalac, Pierre Courade, Pénélope de la Péchardière, Jade Bellag et Gérald Arnaud. À la réalisation, c'était Alicia Vulot, à la technique Rémi Sistiaga. Demain, 2 salles, 2 ambiances. On zoomera d'abord sur l'affaire Epstein. Et puis, vous avez aimé Novembre, Bac 13, vous risquez d'adorer Chien 51. Cédric Jiménez sera notre... C'est pas comme ça qu'on dit Bac Nord. J'ai dit quoi Bac 13. Bac 13, Il y a eu banlieue 13 et Bac Nord. C'est définitivement. Bientôt à Marseille. Ça sera son prochain projet. Voilà. Vous n'êtes juste pas au courant. Oui, effectivement. On est très en retard. On n'est pas du tout très en retard. On a quelques petites minutes, c'est rien, on s'en fout. Et puis Laurence Bloch est là. Elle nous